Louis XVI, roi de France et de Navarre. L'appel à la nation, partie 1. Nous connaissons tous l'histoire du roi Louis XVI, ce que nous avons appris à l'école ou ce que l'on veut bien nous dire. Mais qui était-il réellement? Quelles étaient ses pensées, ses doutes, ses peurs? Nous pourrons avoir les réponses à nos questions. Bonne écoute à tous. Eh bien, bonsoir, bienvenue dans Histoire de France. Ce soir, l'appel à la nation de Louis XVI, première partie. Je vais commencer cette lecture qui se déroulera en au moins 5 parties par la préface de Jacques Izorni. Alors, je vais vous faire une lecture assez brute du texte que nous avions élaboré et recoupé d'après les sources pour la conférence que nous avions faite à l'hôtel de ville de Vincennes. C'était en 2015-2016, donc ça date un petit peu, mais le texte est tout à fait correct. C'est vraiment les derniers éléments que nous avions en notre possession. Donc après la lecture du journal secret de Louis XIV, que vous avez sûrement dû apprécier, nous allons passer quelques siècles, pratiquement un siècle, depuis la mort du grand roi en 1715, pour cet appel à Louis XVI à la nation. Alors, M. Jacques Izorni a publié un document qui, certes, n'était pas inconnu des historiens de la Révolution, mais qui, grâce à la remarquable introduction par lui écrite, prend une valeur telle que la publication fera, je crois, événement. Ayant reçu communication du texte et de l'introduction, j'ai voulu lire l'un préalablement à l'autre. J'entendais par là me faire une idée personnelle au sujet de cet appel, jusqu'ici attribué sur des apparences mal fondées à la plume d'un assez obscur personnage, Goubert de Grubenthal. Or, achevant la lecture des dernières lignes, j'avais l'impression très nette, sans qu'elle se pût tout à fait justifier, que ces pages ne pouvaient être l'œuvre de ce Goubert, et à vrai dire d'aucun personnage autre que le roi lui-même. J'avais en effet été frappé du ton personnel qui éclate tout au long du factum, et j'ajouterais de la similitude parfaite du style avec celui de l'infortuné roi. Ayant étudié le Louis XVI d'avant 1789 dans le crépuscule de la monarchie et d'après 1789 dans la Révolution, j'avais jadis à plusieurs reprises essayé de me faire une idée bien nécessaire de son caractère et non sans quelque difficulté. Cet homme assez simple en apparence présentait en effet les plus curieux contrastes. Il passait pour lourd et paraissait bien tel, et je découvrais d'assez rares traits de finesse. Il semblait posséder de goûts assez matériels, chasse et serrurerie, et je le voyais soudain se révéler avant comme après 1789, plein d'une élévation d'esprit due à son éducation religieuse comme à ses lectures méditées. Je le tenais pour le type du vélitaire, et il était bien, mais toujours prêt à se redresser et même à se cabrer envers et contre tous quand parlait en lui la dignité royale héritée des aïeux. Et dans sa personne, par trop humilié, bon, bienveillant et même indulgent à l'ordinaire, jusqu'à la faiblesse, il sortait soudain de son caractère quand l'indignation le soulevait contre ce qu'il appelait le crime. Cette complicité me déroutait, et j'ai dû, à plusieurs reprises, en 20 ans, reprendre le portrait et corriger mes jugements. Ainsi étais-je préparé à lire avec un intérêt très particulier l'appel et à y chercher ces contrastes, même qui, en cours d'étude, s'étaient si souvent révélés à moi. Je les y ai trouvés, mais restait à savoir comment le document avait pu être attribué à un autre auteur que celui-là, même qui manifestement s'y livrait. C'est alors que j'ai pris connaissance de l'introduction de M. Jacques Izorni. J'ai rarement lu plus claire démonstration appuyée tout à la fois par des consciencieuses recherches et l'habitude des conclusions. Car, à tout instant de critique d'histoire, M. Jacques Izorni redevient l'avocat qui tire d'un dossier solidement établi les arguments emportant la conviction. Je ne songe pas à reprendre derrière lui le procès, je ne suis pas ici l'avocat de la cause, mais une manière de témoin, en ce sens qu'ayant tenté autrefois de pénétrer l'âme de ce malheureux Louis XVI, je constate que mon opinion rejoint celle de M. Jacques Izorni. Que Goubert de Grubenthal ait pu composer un à la manière de Louis XVI, aussi réussi, cela paraît impossible à imaginer.
Il fallut qu'il eût constamment vu le roi depuis son avènement, vivre et même penser, impossible à imaginer. Et j'ajouterais que certains traits qui ici s'accusent étaient assez inconnus du public. L'un d'eux eût été suffisant pour asseoir ma conviction. On verra que l'appel d'un ton si digne et haut change presque le caractère toutes les fois qu'il s'agit du duc d'Orléans, le futur Philippe Égalité. Certes, d'autres que Louis XVI connaissaient et avaient dénoncé le rôle odieux joué par le descendant dévoyé de Louis XIV dans les prodromes et les premiers actes de la Révolution. Ce rôle, nul ne l'a mieux connu que le roi. La faiblesse de Louis XVI a seule retenu à maintes reprises le bras du souverain, parfois décidé à frapper un prince félon qui, si évidemment, ne voyait dans la Révolution en voie de se déchaîner qu'un moyen d'usurper le trône, réduisant ainsi l'énorme mouvement d'un peuple et à la plus misérable des intrigues. Louis XVI, s'était-il exagéré la part qu'a eue Philippe d'Orléans à la marche de la Révolution? Cela était possible. Mais il est un fait, c'est lui et son entourage, et sur ce point l'appel n'a fait que confirmer mon impression, tenait cette part pour très large. Esprit honnête et droit, le roi était secrètement écœuré plus que des outrages faits à son autorité, démenés de son misérable This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. cousin, lui qui se montra sans rancœur violente à garder à celui qu'on appelait Caïn une évidente et légitime rancune qu'à toute occasion il exprime en termes très vifs. Or, Groubert de Grubenthal était aussi ignorant que la plupart de ses contemporains du sentiment de Louis XVI à l'égard du duc d'Orléans et incapable de la formuler avec cette insistance, trahissant chez le roi une véritable hantise. Je n'ai voulu citer que ce trait parce que j'étais préparé à en apprécier l'intérêt. On en signalerait d'autres, mais le ton général de l'œuvre met, à mon sens, en bas du document la signature authentique du souverain. Aussi bien la démonstration faite par M. Jacques Izorni ne permet plus de la contester. Mais ce document méconnu reprend dès lors un rang éminent. Le témoignage apporté par le roi sur son règne et 20 ans d'histoire de France devient l'un des plus saisissants de ceux que l'historien est amené à accueillir. Et il faut remercier grandement du service que l'auteur de l'introduction rend ainsi à la vérité. 10 avril 1949, Louis Madelin de l'Académie française. Donc voilà l'introduction de Louis Madelin que je viens de vous lire par rapport à l'appel. Je vais maintenant enchaîner avec l'introduction. Dans les numéros 27 et 28 des 31 mars et 30 avril 1837, la revue rétrospective imprimait un extraordinaire document intitulé « Appel de Louis XVI, roi de France, à la nation ». Il était précédé par cette courte notice explicative. Voici l'un des plus importants documents, le plus important peut-être que la revue ait été jusqu'ici à même de publier. Nous devons dire l'histoire de cet écrit et comment il est venu à nous. Les défenseurs de Louis XVI étant absorbés tout entiers par les débats si exigeants du procès de ce prince, M. de Malesherbes chargea Groubert de Grubenthal, avocat au Parlement de Paris, de préparer un mémoire en faveur du monarque accusé pour le cas très probable dès la première audience où il serait condamné et dans l'espoir moins fondé que les juges admettraient l'appel à la nation du jugement qu'il aurait rendu. Correspondance de M. de Malesherbes, léguée par Groubert de Grubenthal à sa famille, traçait à celui-ci le plan qu'il avait à suivre. Nous aurions désiré pouvoir la publier en tête de ce mémoire, mais les héritiers de son auteur n'envisageaient pas, comme nous, les intérêts de l'histoire, ont cru voir à la publication du document qu'on va lire des inconvénients qui ne pouvaient nous frapper. Et ce dissentiment a dû nous faire renoncer à l'espoir de toute communication de leur part. Groubert de Grubenthal remplit la mission qui lui avait été confiée. Son appel fut livré à l'impression et les feuilles, revues par lui, furent tirées durant le procès. Quand la sentence fatale eut été prononcée, quand la demande de recours à la nation eut été rejetée, Grubenthal s'empressa de faire détruire l'édition entière de son plaidoyer qui fut devenu peut-être son propre arrêt de mort. Il n'en conserva qu'un seul exemplaire présenté depuis à Louis XVIII à son retour en France et qui lui valut à la famille Grubenthal son inscription sur la liste des pensionnaires de la liste civile. Nous ignorons ce qu'est devenu cet exemplaire, nous l'avons vainement demandé à la bibliothèque du Louvre, il a échappé à toutes les recherches, mais l'imprimeur avait conservé les épreuves de l'auteur
portant ses dernières corrections et revêtu de son bon à tirer. C'est ce volume précieux qui nous a été communiqué par son processeur actuel. Celui-ci nous a autorisé à le déposer au bureau de l'imprimerie de notre recueil comme un monument que, plus qu'un bibliophile, sera curieux d'examiner et qui doit nécessairement aller enrichir quelques grandes collections de pièces sur l'histoire de notre Révolution. Nous pensons que cette notice, dont chaque mot doit être retenu, contient une grave erreur historique et que le texte que reproduisait la revue rétrospective n'était point de Goubert de Grubenthal, mais de Louis XVI lui-même. Étonnante affirmation, et en montrer la véracité et le propos de cette introduction. Un appel de Louis XVI à la nation découvert en 1837 et qui mieux demeure depuis lors inconnu. Ne s'agit-il pas là, dirait-on, d'un de ces textes apocryphes, d'une de ces supercheries littéraires et historiques qui sortirent si nombreuses de certaines officines d'éditeurs sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, et dont les souvenirs de la marquise de Créqui sont l'exemple le plus célèbre. Le lecteur le plus sceptique sera en même d'en juger, lorsqu'il saura quelle était la nature de cette revue, quelle était la personnalité de son éditeur, Taschereau, quelle était celle de Goubert de Grubenthal, ainsi mise en cause. Lorsque nous aurons analysé l'épreuve qui est parvenue jusqu'à nous, étudié enfin la carrière de son imprimeur clandestin, Jean-Jacques Rainville. Né en 1801, décédé en 1874, l'érudit Jules Antoine Taschereau créa en octobre 1833 la revue rétrospective qui parut jusqu'en 1838, formant 20 volumes in philo. Ce gros cahier de 160 pages paraissait le dernier jour du mois sous une épigraphe empruntée à Chaucer. Il n'y a de nouveau que ce qui a vieilli. Son titre complet, fort explicatif à la mode du temps et par souci de clarté et de précision, est un peu long. Revue rétrospective ou bibliothèque historique contenant des mémoires et documents authentiques, inédits et originaux pour servir à l'histoire proprement dite, à la bibliographie, à l'histoire de la littérature et des arts. Le 6 mars 1837, dans la séance de son conseil d'administration, l'illustre Société de l'Histoire de France enregistre en tête de la rubrique Ouvrages présentés ou offerts à la Société sous le numéro 1, le premier numéro, janvier 1837, des nouveaux comptes rendus mensuels des travaux de la Société de l'Histoire de France. Extrait de la revue rétrospective est destiné à être adressé gratuitement à tous les sociétaires. À partir de janvier 1837, c'est donc un tirage à part de la revue rétrospective qui constituera mensuellement le compte-rendu officiel des travaux de la Société de l'Histoire de France. Peut-on rêver investiture plus significative? La revue rétrospective, qui n'en déméritera jamais, s'en était rendue digne en exhumant, entre autres documents de premier plan, le journal de Mathieu Marais, la correspondance de Marie Stuart conservée aux archives d'Aix-en-Provence, le dossier de la détention de Louis XVI et de sa famille au Temple, la correspondance administrative de la municipalité et de la commune de Paris communiquée par les archives générales du royaume, etc., etc. Ce dernier dossier avait paru dans le numéro 26 du 28 février 1837. Il est bien évident que c'est cette circonstance qui décida le possesseur de l'épreuve de l'appel à la nation de la confier à cette revue. Le 24 janvier 1852, Taschereau était nommé d'emblée administrateur adjoint de la Bibliothèque nationale impériale et chargé, entre autres travaux, de diriger la rédaction de son catalogue général. Les 10 premiers volumes de cette publication, qui commença à paraître en 1855, sont son œuvre. En 1858, il fut nommé successivement administrateur général et directeur général du même établissement, devenu la Bibliothèque nationale. Un érudit de cette classe et de cette envergure, ce haut fonctionnaire ne saurait être ni soupçonné d'avoir prêté sciemment les mains dans une supercherie, ni suspecté de cette mépris sur la nature du document qu'on lui communiquait et qu'il imprimait. Une épreuve des temps révolutionnaires, une épreuve de 1793, ayant à ses yeux date certaine, ni accusé d'avoir inventé et allégué des faits faux. Il faut donc admettre que c'était assuré qu'il existait bien encore à cette date une correspondance de Malesherbes à Goubert de Grubenthal, et que la communication lui en fut refusée parce que les héritiers de celui-ci s'opposèrent à la publication du document qu'on va lire, c'est-à-dire de l'appel à la nation.
Ils étaient vraisemblablement ralliés à la monarchie de Juillet, et cet appel renferme, on le verra, des passages de la plus grande sévérité contre le duc d'Orléans, père de Louis-Philippe. Les circonstances de lieu, de temps, la nature de la revue rétrospective, la personnalité de son éditeur ne laissèrent aucune place au doute. Il est impossible d'admettre que ce refus de communication ait été supposé par Taschereau, malgré la dénégation embarrassée d'un neveu de Grubenthal qui sera examiné en son temps. Au seuil de cet exposé, il convient de bien distinguer deux choses qui n'ont entre elles aucun rapport. Appel au peuple, appel à la nation, et sous la première de ces deux expressions elles-mêmes, il nous faudra bien voir que ce sont deux choses radicalement différentes elles aussi, qui se présentent à nous. Fort regrettable similitude de forme, génératrice d'une confusion qui est sans doute en partie responsable de l'obscurité où est restée plongée jusqu'à ce jour une pièce aussi importante de l'histoire de France. Reprenons les événements. La Convention est une assemblée souveraine. Les pouvoirs qu'elle s'attribue sont absolus et illimités. Quand elle se réunit, Louis XVI est prisonnier, attaqué, calomnié sans relâche. La question qu'elle se pose à elle-même, car nul ne l'en a chargé, est celle du procès du roi. L'affaire Louis XVI, comme tous les procès, pose un problème juridique. Les hommes de loi qui composent l'Assemblée sont désorientés. Dans l'histoire de France, ils n'ont pas de précédent auquel ils puissent se référer. Ils doivent improviser sous la pression des passions politiques et de la terreur, ou d'extrême confusion des débats. À l'origine, la Convention est une assemblée constituante. Elle n'est pas une juridiction criminelle, ni une haute cour de justice. Il faudra donc qu'elle décide en premier lieu qui jugera le roi. Dans le cas où elle estimerait qu'il doit l'être, un tribunal criminel ordinaire, le peuple ou elle-même, subsidiairement, il faudra qu'elle décide encore si le jugement qu'elle rendrait éventuellement elle-même sera définitif, irrévocable, ou s'il devra être soumis en dernier ressort aux assemblées primaires, c'est-à-dire aux électeurs du premier degré, au peuple. Ainsi, l'appel au peuple sera, suivant les décisions de l'Assemblée, une attribution de compétence ou une voie de recours. La première question, celle de la compétence, a été tranchée le 3 décembre 1792 par l'adoption d'une motion de Pétion qui dit « La Convention nationale décrète que Louis XVI sera jugé par elle. Ce décret constitue sinon un jugement, du moins une décision d'avant dire droit, la Convention se déclare compétente. » La seconde question, celle du recours, a été tranchée par le décret du 15 janvier 1793. Le renvoi à la sanction du peuple est rejeté. La Convention se déclare juge en dernier ressort. Enfin, par son décret du 17 janvier, elle rejette l'appel de Louis XVI qui avait interjecté auprès d'elle de sa propre décision. Cette voie de recours qu'elle lui a fermée, le condamné peut bien demander à la Convention qu'elle le lui ouvre. Elle refusera, et certes, il le savait. Mais auprès de ce qui aurait-il pu tenter cette ultime démarche, puisqu'au-dessus de l'Assemblée, il n'y a rien, et que c'est elle-même qui gouverne. Si se déjugeant, la Convention avait accepté cet appel au peuple, cela eût simplement signifié le transfert du pouvoir de décision, dont la transmission du dossier aux assemblées primaires. Aucun débat n'eût été possible, ni même concevable, devant des milliers de circonscriptions électorales, et les citoyens eussent forcément dû se décider sur pièce, à savoir le réquisitoire, c'est-à-dire l'acte énonciatif des charges rédigé par la commission des 21, la plaidoirie et les procès-verbaux des débats. Ainsi donc, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, faire appel au peuple, ce n'eût pas été rédiger un texte tout simplement reconnaître le droit de juridiction du peuple ou de le lui attribuer en premier ou en dernier ressort. Dans aucun de ces deux cas, l'appel au peuple n'eût été un texte, mais si l'on peut dire, un acte de procédure portant la cause devant le peuple. Or, l'appel à la nation est un texte. La première de ces deux expressions n'a aucun trait de commun avec la seconde. En cas de transmission pure et simple des pièces aux assemblées primaires, la tâche des avocats était terminée. Néanmoins, tout était possible dans une époque exceptionnelle où toutes les hypothèses sont rétrospectivement permises. Si la Convention avait admis cette voie de recours, sans précédent, comme le procès, peut-être eût-elle autorisé les avocats à réviser leur texte, à le compléter en tenant compte des débats postérieurs à la séance du 26 décembre, à l'usage des électeurs, des millions d'électeurs primaires, par un dispositif d'explication, de réfutation, de plaidoirie. Dans ce cas, les avocats de Louis XVI eussent encore parfaitement suffi à s'acquitter de cette tâche complémentaire et de XVI,
il l'a révélé sous la Restauration, rédigea à tout hasard et en toute hâte quelque chose que, faute de mieux, on peut bien appeler comme un mémoire. Il ne lui vint certainement pas à l'idée une minute de tenir cette initiative secrète à ses de grands confrères, à Malesherbes, qui ne lui opposa pas de travail qui se faisait ailleurs, où son instigation est sous son contrôle. Si Malesherbes eut la moindre allusion à cette entreprise, à ce moment ou par la suite, De Sèze n'aurait eu aucune raison de le faire sous la Restauration. À Tronchet, qui, de ce travail de Goubert de Grubenthal, ne sut évidemment jamais rien. Et si par hypothèse la Convention avait autorisé une vraie plaidoirie, une plaidoirie d'appel, dans ce cas encore, c'est Malesherbes, Tronchet et De Sèze qui s'en fussent tout simplement naturellement chargés. Est-il vraisemblable que l'ancien premier président de la Cour des aides, le premier jurisconsulte de son temps, et les deux plus célèbres avocats de l'époque, de l'ancienne et de la jeune génération, eussent renoncé à un tel honneur après avoir remporté cette première victoire qui pouvait être le prélude d'un acquittement. Préparé comme il l'était, il n'avait nul besoin du concours d'un confrère dont Tronchet et De Sèze ont évidemment ignoré jusqu'à leur mort que leur chef de file Malesherbes aurait fait appel à lui pour les suppléer. Ce confrère était certes estimable comme tout confrère, mais il était passablement obscur. Dans ses 6 intéressants mémoires, Berryer, le père, ne cite pas Groubert de Grubenthal au nombre des grands avocats de l'ancien barreau, celui de 1789. Il ne le mentionne pas non plus au nombre de ceux qui, après l'étrange défection de Target, se réunirent chez Tonson du Coudray et prirent en commun la décision de défendre le roi. Le cas échéant, à un moment où tant de gens prenaient si courageusement le parti de Louis XVI, écrivaient sous leur nom tant d'articles, tant de brochures en sa faveur, s'offraient de toutes parts pour le défendre, bien loin de se mettre en avant. Groubert de Grubenthal se tait, et c'est De Sèze, et non de lui, que Malesherbes et Tronchet réclament le concours. Est-il vraisemblable que Malesherbes ait songé à lui demander vers le 15 ou le 16 décembre 1792 de rédiger et de faire imprimer par avance, avant les débats de première instance, avant même que les pièces du procès aient été dépouillées, une aussi importante plaidoirie d'appel dont la justification éventuelle était des plus problématiques, des plus aléatoires, et qu'il l'ait fait à l'insu de ses deux confrères, Tronchet et De Sèze. Est-il vraisemblable enfin que si Malesherbes, cet homme courtois, plein de douceur et de bonté, s'était inexplicablement laissé entraîner dans un tel acte, est-il vraisemblable que cette cachotterie, cette incorrection ait pu être approuvée et partagée par Louis XVI, dont nous savons quel chagrin le déchirait de ne pouvoir reconnaître le dévouement de 2 hommes qui, selon lui, ne lui devaient rien puisqu'ils n'avaient pas fait appel à leur service du temps de sa prospérité et qui, cependant, se dévouaient à sa personne et à sa cause. Est-il vraisemblable surtout qu'il les ait frustrés de cette plaidoirie d'appel pour la confier à un tiers qui, certes, ne les valait pas à l'autoriser à parler sous son nom. Et pourtant, Taschereau affirme implicitement que les choses se sont bien passées ainsi. Il faut le dire qu'il n'a pas compris, sinon l'importance de ce texte, du moins sa vraie nature. Il ne s'était pas avisé qu'en marge de la plaidoirie et des plaidoiries, il n'y avait place pour toute autre chose que cette autre chose. Il l'avait entre les mains. Le roi détrôné pouvait fort bien avoir eu l'idée de rendre publiquement compte de son règne après se l'être rendu privément si souvent à soi-même. De le rendre non au peuple, mais à la nation, de s'expliquer et de se justifier auprès d'elle. Cet appel à la nation n'était pas une plaidoirie d'appel, c'était Louis XVI lui-même, pour sa mémoire qui avait dû le rédiger, et pour une partie sans doute avec la collaboration de Malesherbes. Taschereau n'a pas réfléchi que Malesherbes vit le roi dans sa prison. Le 14 décembre, pour la première fois, en admettant qu'il ait pris contact avec Goubert de Grubenthal le lendemain et qu'il ait pu lui donner ses instructions le même jour, cela représente au grand maximum un délai de 36 jours pour rédiger un texte de 320 pages, le communiquer à son commettant, le corriger suivant ses observations, le faire composer à la main par un petit imprimeur et tirer les épreuves. Cela est absolument impossible et de toute impossibilité. Mais dès lors que l'appel à la nation n'était pas une plaidoirie, mais comme nous le pensons, un acte de souveraineté que Louis XVI faisait sous son nom, que cet appel ne se faisait pas double emploi avec les efforts de ses défenseurs. Il était nécessaire que sa mise en œuvre fût un secret et un secret rigoureux. Il devait être un secret même pour Tronchet et De Sèze, jusqu'au moment où ce mémoire pouvait être rendu public, par une décision de la Convention dont on pourrait au moins solliciter les termes, étendre le dispositif. Jusque-là,
Cette affaire resterait strictement personnelle entre le roi qui la rédigea, Malesherbes qui joignit Groubert de Grubenthal, Groubert de Grubenthal qui en fit son affaire avec l'imprimeur Rainville, et ce fut tout. Le secret fut gardé par ceux qui le connaissaient et qui savaient et qui ne se le gardaient pas. Il en allait de leur propre vie. Tronchet de 16 ne le connurent évidemment jamais. Malesherbes savait qu'en parler c'eût été condamné à mort l'ancien avocat au Parlement et son imprimeur. Il conserva son secret. À notre connaissance, Groubert de Grubenthal n'en dit jamais rien, même quand fut venu le moment où il pouvait le faire sans danger. Nous ignorons ce que devint Rainville après le 22 juillet 1793. Il est probable qu'il ait été bien payé et possible qu'il n'ait pas compris grand-chose à ce qui lui fut demandé de manière mystérieuse. Mais si Taschereau s'était donné la peine, ou plus simplement, s'il avait eu la curiosité et le loisir de parcourir les œuvres de Louis XVI et celles de Groubert de Grubenthal et de les comparer, s'il s'était informé sur le curriculum vitae et la personnalité de ce dernier, il se serait immédiatement aperçu que l'appel à la nation devait être de la main de Louis XVI et que le doctrinaire idéologue Groubert de Grubenthal ne pouvait en être l'auteur. Il ne se posa donc même pas la question de savoir si l'appel à la nation pouvait ne pas être de ce dernier. Cette question, les historiens successifs qui prirent connaissance de ce texte souverain, trompés par ce faux départ, ne se la posèrent pas davantage et la dédaignèrent puisqu'ils n'y virent, à leur tour, malgré l'évidence, qu'une éventuelle plaidoirie d'appel émanant d'un obscur avocat qui, au surplus, n'avait joué aucun rôle et qui était dépourvu de tout intérêt. L'opinion générale objectera immédiatement que Louis XVI était incapable d'écrire un tel mémoire. Pourtant, Louis XVI était fort capable de l'écrire, et même l'était-il seul. Nous savons au surplus qu'il l'avait écrit. Les affirmations concordantes de personnalités de tout premier plan, affirmations antérieures au 21 janvier 1793, en témoignèrent avec certitude. Ces affirmations ont été jusqu'ici inexplicablement passées sous silence. Ce refus d'audience n'en diminue en rien la force probante. Tout d'abord, tous les témoignages contemporains sont d'accord sur ce point. Dès sa première jeunesse, le duc de Berry avait manifesté de remarquables habitudes d'ordre et de régularité. Un goût particulier pour se rendre compte par écrit, de rédiger des notes. Dans la malveillante préface qu'il a écrite pour le journal de Louis XVI, édité par ses soins en 1873, Nicolas Ardo n'a pu s'empêcher de constater, après avoir dépouillé des milliers de pages de comptes personnels que Louis XVI fait tout avec poids et mesure, il se rend compte de tout ce qu'il reçoit et de tout ce qu'il dépense. Il tient sa caisse comme un commis de banquier ou de boutique, il connaît la tenue des livres comme s'il avait été élevé pour le commerce et les affaires. Il n'y a pas de famille dont le livret de ménage puisse être comparé à l'exactitude et à l'ordre de son journal de petit ménage. Par petit ménage, il faut entendre le ménage du dauphin. Le grand ménage, celui du roi, Nicolas Ardo nous l'apprend un peu plus loin, était aussi magistralement bien tenu. Ce goût de sa jeunesse devait être celui de toute sa vie. Devenu roi par une extension toute naturelle et qui allait en deux soi, il l'étendit de son économie privée à la politique. Son activité de souverain en fut très vigoureusement marquée. Dans une petite brochure de 32 pages datée du 30 octobre 1792, éditée la même année à Paris, qui s'appelle « Réflexion présentée à la nation française sur le procès intenté à Louis XVI », Necker, qui n'omet pas de faire remarquer que parmi les hommes publics vivants, aucun n'a eu autant d'occasions que lui de connaître le roi. Non seulement pour l'avoir servi pendant 7 ans, mais encore parce que l'administration dont il est chargé l'obligeait à faire passer sous ses yeux une très grande diversité d'affaires. Necker nous apprend que le roi, dans la sollicitude où il passait sa vie, avait l'habitude de rédiger des notes ou des observations à l'occasion des affaires politiques. Il se demande ce que sont devenus ces papiers où se manifestait la justesse de son esprit, la modération de ses sentiments, la bonté de son âme et son attachement si pur au bonheur et à la gloire de la France. S'il existait encore, lorsqu'on a fait une invasion de son cabinet, qu'on les donne à dépouiller à quelques mains amies. Leur publication sera un beau moment pour le roi. Elle manifestera au regard de la nation les plus secrètes pensées de sa vie, dégagera sa propre nature des apparences trompeuses que sa déférence modeste pour les opinions et ses ministres lui a quelquefois donné. De la part d'un ancien ministre, et quel ancien ministre, qui pouvait avoir ses raisons de croire qu'incompris, il avait été injustement sacrifié à plusieurs reprises. Voilà, on en conviendra qu'il est significatif, mais enfin, il ne s'agit encore que de notes et d'observations. De là un mémoire en règle qui n'en est pas de moins qu'une véritable histoire politique du règne
il y a, nous le reconnaissons bien volontiers, un grand pas. Un grand pas, certes, mais on peut aisément le franchir en se référant à deux documents essentiels. L'aide de messieurs de Liancourt et de Molleville. Necker ne savait peut-être pas tout. Peut-être le monarque ne s'était-il pas totalement confié à lui. Peut-être, le plus vraisemblablement, est-ce seulement au cours des 2 années qui suivirent le départ de ce ministre, septembre 90 à août 1792, que le roi a refondu, coordonné ses notes et ses observations. Bertrand de Molleville, ancien ministre de la Marine, honoré de la confiance particulière et de l'amitié du roi, qu'il avait souvent chargé de missions confidentielles et avec qui il était resté en correspondance journalière jusqu'au 10 août, avait pu retirer à Londres, après la chute de la monarchie, le 8 janvier 1793, sous le titre « Dénonciation des prévarications commises dans le procès de Louis XVI », il écrivit une lettre au président de la Convention nationale, petite plaquette imprimée simultanément à Londres et à Paris. Il y dénonce le détournement de pièces destinées à la justification du monarque, qu'il avait adressé d'Angleterre au ministre de la Justice, à la soustraction d'autres pièces de même nature qu'il avait adressées à Malesherbes sous le couvert du même ministère. Enfin, il signale que de nombreux documents dont ont dû être prouvés dans les papiers saisis aux Tuileries et n'ont pas été produits. Il en cite nommément 3 en toute première importance pour la défense de l'inculpé. Voici ce qu'il dit du troisième. Un mémoire écrit en entier de la main du roi dans lequel il se rend compte lui-même de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est monté sur le trône, de ses projets, de ses vues et même des fautes qu'il avait à se reprocher. Ce mémoire, qu'on peut regarder comme le portrait fidèle de Louis XVI, peint par lui-même et pour lui seul, serait aujourd'hui la pièce la plus intéressante de son procès. On y reconnaît jusque dans les fautes qu'il se reproche l'empreinte de toutes ses vertus, de son amour constant pour le peuple français. L'existence de ce mémoire parmi les papiers saisis chez le roi est constatée par une lettre qui vient d'être adressée à M. Liancourt et à M. de Malesherbes. Tels sont, monsieur, les faits sur lesquels j'ai cru devoir appeler à l'animaversion de la Convention nationale et l'attention de toute l'Europe en donnant à cette dénonciation toute la publicité possible. J'en dépose la minute chez le Lord Maire de Londres et je vous requiers, monsieur, en votre qualité de président, de donner communication à l'Assemblée, à défaut de quoi vous seriez bien notoirement responsable des suites de son ignorance sur les faits consignés dans cet acte. Est-il nécessaire de le rappeler, ce monsieur de Liancourt, dont il vient d'être question, est les ducs de la Rochefoucauld-Liancourt, ex-officier général devenu notaire royal, député de la noblesse aux États généraux, puis président de l'Assemblée constituante, ami et conseiller de Louis XVI, émigré en Angleterre après le 10 août, il mourut pair de France en 1827. Son fils aîné, également duc de la Rochefoucauld-Liancourt, était pair de France en 1837. Nous avons vainement cherché la lettre de M. de Liancourt, le texte de Bertrand de Molleville, et d'une importance capitale, décisive. Il témoigne non seulement que l'ancien ministre avait appris l'existence de ce mémoire, mais encore qu'il en avait eu une connaissance directe et personnelle. Et tout ce qu'il en a dit s'applique exactement, ainsi que nous le verrons, à l'appel à la nation. Quant à M. de Liancourt, il était aussi bien renseigné en son qualité de notaire royal que l'ex-ministre de la Marine, et encore mieux si possible, car lui n'ignorait pas l'existence de ce mémoire parmi les papiers saisis chez le roi, dont entre les mains de ses adversaires, et il en avait avisé directement Malherbe, dont il devait fort bien connaître quelques jours auparavant. Ce mémoire précieux, quel pillard des Tuileries, quel membre de la Commune de Paris ou de la Convention faisait partie de la commission des 24 ou celle des 21? L'avait-il dérobé un tel document? Une chose était fort courante à l'époque. Il suffit de se rappeler que le conventionnel Courtois, chargé officiellement de dépouiller les papiers de Robespierre, y avait trouvé la dernière lettre de Marie-Antoinette, celle qui était adressée à Madame Élisabeth, et que l'on appelle improprement le testament de la reine, et n'avait pas hésité à s'en emparer. De nombreuses années après, c'est le même Courtois qui vendait à Feuillet de Conches l'original du manifeste par la fuite de Varennes. Celui-là même qui, le 21 juin 1791, M. de Laporte, intendant de la liste civile, c'est-à-dire en fait ministre de la Maison du Roi, avait remis à Alexandre de Beauharnais, président de l'Assemblée constituante, et que ce dernier avait coté et paraphé de la première à la dernière page. Nous ignorons à quelle date
Malherbe reçut la lettre de M. de Liancourt et les démarches qui en furent la conséquence. Nous savons cependant que c'est en personne qu'à différentes reprises, il se rendit auprès des bureaux et des commissions de la Convention pour réclamer communication de pièces ou de dossiers. Mais ces démarches étaient en quelque sorte officielles. Il est bien improbable qu'il ait encore absorbé la question du mémoire, cette question que Bertrand de Molleville n'allait pas tarder à soulever avec une telle autorité. L'ancien président et premier président de la Cour des aides était riche, généreux, dévoué, fort conscient de sa part de responsabilité dans le désastre. Il dut faire son possible pour récupérer sans bruit ce document inestimable, et il y arriva, totalement ou partiellement, en original ou en copie. Ce fut, très vraisemblablement, sous condition qu'il n'en ferait pas officiellement état. Un état qui lui immédiatement décelait la fuite et trahit la complicité. Nous pensons qu'il a réussi. Nous verrons bientôt pourquoi. S'il réussit avant la séance du 26 décembre, nous avons là une explication. Mais la brochure de Necker, qui dut être imprimée dans le courant de novembre, nous en donne une autre et tout aussi bonne. Des allusions à de la plaidoirie, allusions voilées, à mots couverts, mais fort claires aux documents favorables à l'inculpé qui devait se trouver aux Tuileries et qui n'était pas produit au procès. En tout état de cause, était-il donc possible aux avocats d'aller plus loin dans cette voie sans indisposer contre leurs clients des juges de parti pris comme tous les juges politiques? Ils étaient allés jusqu'au point extrême qu'ils estimaient ne pas devoir dépasser, dans l'intérêt même de l'ex-monarque. Et c'est ce que Malherbe a parfaitement bien exposé dans un document important d'une incontestable authenticité et auquel les historiens jusqu'ici ne se sont point arrêtés, sa lettre à Monsieur futur Louis XVIII. Dans cette réponse datée du 10 mars 1793 à une lettre du comte de Provence, reçue le 6 du même mois, l'ancien ministre de la Maison du Roi remercie avec effusion le prince d'une approbation qui n'était pas flattée, que sa conduite eût méritée. Il ajoute « J'espérais bien qu'on rendrait justice à son zèle pour la cause dont je me suis constitué le défenseur, mais je craignais que l'on ne nous reprochât d'avoir employé des moyens trop faibles et d'avoir négligé ceux qui étaient les plus dignes d'être présentés à la France et à toute l'Europe. Je vois dans l'esprit de justice dont Monseigneur est pénétré, lui a fait deviner nos excuses et qu'il a conçu que tant que le roi a vécu, ses défenseurs ont dû supprimer tout ce qui aurait pu irriter ce dont dépendait sa vie et qu'ils sont encore à présent obligés à la même réserve puisque sa famille est encore prisonnière. » Qu'est-ce que cela signifie sinon que, de l'aveu même du grand avocat, il y aurait eu pour défendre Louis XVI des moyens infiniment plus puissants que ceux que pouvaient être produits devant ses juges. Des moyens auxquels il ne lui aurait pas été possible d'avoir recours à la barre d'un tribunal improvisé, mais tout puissant parce que ce n'étaient pas des moyens d'avocat, parce qu'ils ne ressortissaient pas à une plaidoirie, et cela correspondait très exactement aux vœux du prisonnier. Les vœux du prisonnier, il les a lui-même parfaitement bien exposés. Répétons-nous, puisque la situation l'exige. Dans un document de premier ordre, négligé lui aussi sa lettre à Malesherbes, quand Malesherbes est introduit au temple le 14 décembre pour la première fois, il est en possession depuis quelques heures de la lettre d'une importance capitale et trop peu connue que le roi vient de lui faire tenir grâce à, nous le savons, quel humble dévouement, quelle obscure complicité. Mais il n'est de prison au monde de laquelle on ne puisse un jour communiquer avec l'extérieur. Dans cette lettre, Louis XVI déclare expressément qu'il ne s'illusionne pas sur son sort. Ce sera celui de Charles Ier, son sang coulera pour le punir de n'en avoir jamais versé. Le roi continue. Mais ne serait-il pas possible d'énoblir mes derniers moments, L'Assemblée nationale renferme dans son sein les dévastateurs de ma monarchie, mes dénonciateurs, mes juges et probablement mes bourreaux. On n'éclaire pas de pareils hommes, on ne les rend pas injustes. On peut encore moins les attendrir. Ne vaudrait-il pas mieux mettre quelques nerfs dans ma défense dont la faiblesse ne me sauvera pas? J'imagine qu'il faudra s'adresser non à la Convention mais à la France entière, qui jugera mes juges et me rendrait dans le cœur de mes peuples une place que je n'ai jamais mérité de perdre. Alors mon rôle à moi,
moi, se bornerait à ne point reconnaître la compétence de ce tribunal où la force me ferait comparaître. Je garderai un silence plein de dignité, et en me condamnant, les hommes qui se disent mes juges ne seraient plus que des assassins. Au reste, vous êtes, mon cher Malesherbes, ainsi que Tronchet, qui partage votre dévouement, plus éclairé que moi. Pesez dans votre sagesse mes raisons et les vôtres. Je souscris aveuglément à tout ce que vous ferez. Si vous assurez cette vie, je la conserverai pour vous faire ressouvenir de votre bienfait. Si on nous la ravit, nous nous retrouverons avec plus de charme encore dans le séjour de l'immortalité. Il faudra s'adresser non à la Convention, mais à la France entière. C'est la première idée dont Louis XVI fait part à son conseil. C'est à cette idée qu'il s'est arrêté dans sa solitude de prisonnier. Les deux hommes durent se mettre fort rapidement d'accord, puisque dans la séance du 11 décembre, Louis XVI n'avait pas décliné la compétence de l'Assemblée, puisqu'il avait expressément réclamé une commis de l'acte énonciatif, des charges retenues et des pièces produites contre lui, puisqu'il avait demandé le concours de défenseurs, il était impossible qu'il se résignât à une condamnation par défaut, et sans que ses avocats aient fait tout le possible pour le sauver, dans leur ordre qui était l'ordre judiciaire par une plaidoirie. Mais de son côté, il pouvait fort bien s'adresser à son peuple, à la nation, au moyen d'un mémoire politique, dans lequel il ferait l'histoire de son règne, avec politique, qui ne ferait pas double emploi avec la plaidoirie. Ce mémoire, nous venons de le voir. Louis XVI l'avait écrit avant le 10 août, il ne le possédait pas au Temple, tout au moins à cette date. Mais il avait tous les moyens de le reconstituer de souvenirs, ou courant de la plume avec une extrême rapidité. Il avait de quoi écrire et le temps nécessaire. Il avait, héritage de famille, une mémoire prodigieuse, infaillible, qui n'oubliait jamais, rien ne le stupéfiait, littéralement tous ceux qui étaient à même de le constater. Il avait le dévouement de Malesherbes, qui lui assurait toutes les facilités souhaitables pour faire sortir les dossiers du Temple et pour les y faire rentrer. Quel avocat d'une grande cause ne l'a point fait? Il avait tout, rien ne lui manquait. Ainsi donc, en dernière analyse, c'est sous deux formes que le mémoire a dû ou pu parvenir à Malesherbes et par lui à Groubert de Grubenthal. La reconstitution du Temple, l'original ou sa copie, de la Convention, il y aurait eu deux sources à l'origine de l'appel de la nation. Et c'est précisément ce qui semble être arrivé dans cette épreuve qui lui fut apportée. Taschereau ne l'a pas vu que le correcteur, qui est Groubert de Grubenthal lui-même, se réfère expressément pour deux passages voisins à deux manuscrits différents, deux manuscrits dont il ne peut être l'auteur. L'appel à la nation est à l'origine un mémoire personnel émanant du roi. L'intérêt de son auteur exigeant qu'il soit rendu public, c'est sous son nom qu'il paraîtra. Il prendra alors la forme d'un compte-rendu. Ce n'est pas une plaidoirie, qui, pour rectifier ou compléter, s'ajouterait à celle des avocats, c'est un exposé historique parallèle à un acte d'ordre judiciaire. Ce mémoire que Louis XVI reconstituera si rapidement, Malesherbes le transportera hors du Temple, il le transmettra à Groubert de Grubenthal avec ses instructions. L'ancien ministre sera peut-être surveillé et épié par la Commune, qui n'a accepté que par force le droit de libre communication que la Convention nationale a accordé aux défenseurs de l'inculpé par ses décrets des 12 et 13 décembre, contrairement aux arrêtés de la Commune des 11 et 12 du même mois. Malesherbes est courageux mais prudent. Et prudent, il doit l'être plus que jamais dans l'intérêt même de son auguste client et des collaborateurs qu'il doit recruter. Il ne fréquentera pas ostensiblement l'ex-avocat au Parlement et c'est par écrit qu'il lui donnera sans aucun doute ses directives dans cette correspondance dont la communication fut refusée au directeur de la revue rétrospective. Groubert de Grubenthal fera composer d'extrême urgence ce texte par son imprimeur, un petit imprimeur, simple compagnon d'avant 89, devenu à son tour et comme tant d'autres modeste patron, grâce à la suppression des corporations. Mais il est sûr que Groubert de Grubenthal sait qu'il ne reculera pas devant une tâche qui peut être dangereuse. Il corrigera les épreuves, recherchera et réunira les pièces justificatives, rédigera des notes. C'est de toute cette activité pour laquelle un mois put tout juste suffire que porte témoignage l'épreuve qui nous a été conservée et qui est échappée à Taschereau. Voilà, je vais terminer la fin d'introduction. Je vous ferai la suite de la lecture de l'appel à la nation de Louis XVI jeudi prochain. J'espère que cette introduction vous a plu. Vous avez vu, c'est un texte assez lourd, hein, c'est un texte de juriste. Donc, j'espère que cela permettra donc
à faire le vrai de cet appel à la nation de Louis XVI. Donc je vous remercie. Louis XVI n'était pas le gros monsieur inculte, tyrannique et insensible à la demande de ces peuples que la République veut prétendre. Bien au contraire, c'était un homme sensible, timide qui se souciait de ses peuples. Il était très intelligent et cultivé. Nous espérons que le récit sur l'appel à la nation partie 1 vous aura plu et vous aura apporté des réponses sur la personnalité du roi Louis XVI. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, l'appel à la nation partie 2.